Bonjour Monsieur Baran. Bonjour. Merci de venir répondre à nos questions. Avec plaisir. Alors tout d'abord, pourriez-vous vous présenter rapidement et présenter votre ouvrage en expliquant ce que vous avez apporté à la nouvelle édition? Alors, ça fait beaucoup de choses en une seule question. Je vais essayer de faire court. Je suis Jérôme Baran, professeur à l'école depuis 1989, même s'il y a eu des micro-coupures. J'ai enseigné la stratégie et la prospective dans un premier temps. Puis maintenant, depuis une bonne dizaine d'années, une quinzaine d'années, je me suis tourné vers l'agilité. Je suis également dirigeant d'une petite entreprise qui s'appelle Agiloa, qui commercialise des outils liés à l'agilité managériale et comportementale. Et puis, ce que j'ai changé dans cette nouvelle édition, j'ai un peu modifié la partie outils et j'ai notamment introduit de façon plus copieuse l'Agile Profil dont j'avais commencé à parler dans la précédente édition, qui est un outil de mesure de l'agilité des individus. Et est-ce que vous pourriez nous définir du coup en quelques mots l'agilité ? Alors en quelques mots, si on fait vraiment très vite, c'est la capacité de mouvement individuel et collectif face à un environnement turbulent. Alors si je le fais en un tout petit peu plus long, c'est que on est dans un monde, je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'on est dans un monde turbulent, VUCA, on dit, volatile, incertain, complexe, ambigu, et que face à ce monde-là, l'organisation traditionnelle, pyramidale, est un peu figée, un peu de mal à bouger, et donc l'idée de l'agilité, c'est d'être capable de continuer à produire tout en étant capable de bouger. Et pour bouger, il faut une organisation, une structure qui est un peu plus souple, mais il faut aussi des comportements spécifiques adaptés. Moi, je me suis intéressé à ces deux sujets et aujourd'hui, je suis plus focalisé sur les comportements. Donc, vous nous avez parlé de votre outil Agile Profil. Est-ce que vous voulez aussi le développer ? Alors, l'outil Agile Profil, en fait, voilà, je vais vous raconter une petite anecdote que j'aime bien raconter, ça ne prend pas longtemps. Imaginez deux garçons, deux filles, puisque vous êtes deux filles en face de moi, on va prendre deux filles qui ont des caractères totalement différents, même diamétralement opposés. Elles ont des personnalités, on dirait, si on parlait en termes de management et d'outils, on leur ferait passer un test de personnalité, elles auraient deux personnalités diamétralement opposées. Et ces deux jeunes filles deviennent très copines à l'école, elles apprennent la même chose, elles sont dans la même classe pendant toute leur scolarité, et elles ont les deux premières places à l'école en ayant toujours les mêmes notes. C'est normal parce que petit à petit, elles travaillent ensemble. Et donc finalement, elles ont acquis les mêmes connaissances et le même savoir, le même savoir-faire. Alors pour résumer, on va dire que ce sont deux êtres différents et qui ont deux fers identiques. Et elles trouvent toutes les deux un job dans la même entreprise, le même boulot, mais il y en a une qui s'occupe de Grenoble Sud et l'autre qui s'occupe de Grenoble Nord. Et il y en a une qui est performante et l'autre qui ne l'est pas. Moralité ? Moralité, le faire n'est pas discriminant. C'est-à-dire on peut avoir un très bon savoir-faire et ne pas être bon dans une situation. C'est embêtant, parce que ça fait quand même 40 à 50 ans qu'on recrute sur CV, donc sur savoir-faire. Bon. Et celle qui est efficace dans son job, elle est mutée, évidemment, elle prend du galon et elle ne veut pas laisser sa copine de côté. Elle lui donne son boulot en lui donnant quelques consignes, recettes, etc. Et l'autre, elle change, elle prend la place de la première et tout d'un coup, elle devient performante. Moralité ? Ce n'est pas la personnalité, l'être qui fait la différence, puisque deux êtres différents peuvent tout à fait être performants dans le même poste. Or, c'est un peu dommage parce que ça fait une trentaine d'années qu'en recrutement, par exemple, on utilise des tests de personnalité en complément du CV de la personne. Donc, ni le faire ni l'être ne sont discriminants. Donc, moi, je me suis intéressé à ça. Qu'est-ce qui est discriminant ? En fait, ce qui est discriminant, c'est la capacité d'un individu, et bien sûr, par projection d'une équipe, à fonctionner dans un environnement spécifique. Et ce que j'ai cherché à mesurer, c'est cette capacité-là. Ça, c'est la première chose. Donc, et c'est ce que j'appelle, moi, l'agir. Après, comme je venais du champ de l'agilité, dans l'agilité, il y a 3 leviers qui sont super performants. C'est une capacité d'anticipation, parce que quand il faut bouger, qu'on voit venir un peu les coups et qu'on peut anticiper même où on va aller pour éviter de provoquer une catastrophe plus grande que celle qu'on subit, c'est quand même pas mal. Ensuite, il y a une deuxième dimension fondamentale, c'est de coopérer, quoi. Tout seul, on n'arrive à rien aujourd'hui. Et la troisième dimension, le mouvement. Le mouvement, c'est l'innovation, c'est être capable d'innover. Et quand je marie ma logique d'agir avec ma logique anticiper, coopérer, innover, je me dis, mais bon sang, c'est exactement ce qu'il faut.
Un individu qui sait anticiper, il sait tenir compte de son contexte, donc il est bien en lien avec son contexte. Un individu qui sait coopérer, il sait tenir compte des gens qui travaillent avec lui. Et un individu qui sait innover, c'est quelqu'un qui sait faire le bon mouvement au bon moment, dans le bon tempo. Et finalement, j'ai réuni les deux, j'ai créé un outil qui mesure votre capacité d'anticipation, votre capacité d'innovation, votre capacité de coopération. J'ai mis ça dans un petit questionnaire bien fichu, avec un petit design de sortie bien fichu, ça s'appelle l'Agile Profil. Très bien. Et du coup, dans votre livre, vous parlez justement qu'aujourd'hui, les entreprises doivent être conscients que l'objectif n'est plus la recherche de la richesse et de maximisation du profit, mais plutôt le bien-être. Et du coup, vous, étant entrepreneur dans l'agilité, comment aidez-vous les entreprises à en prendre conscience ? Alors, c'est une question qui est un peu délicate. Alors d'abord, je ne suis pas naïf, hein, les entreprises, elles ont besoin d'argent. Par contre, ce que les entreprises, face à la turbulence dans laquelle on est, commencent à comprendre, c'est que s'arc-bouter sur un objectif quantitatif économique n'amène pas que des bonnes choses. Ça amène beaucoup de stress chez les collaborateurs et ça peut amener à faire abstraction justement de ce qui nous entoure et du coup à ne pas prendre les bonnes décisions. Donc l'inversion qui se passe et que j'essaie d'amener dans les entreprises, c'est de leur faire comprendre qu'effectivement, d'abord chercher à bien s'insérer dans un système et être performant et à contribuer à ce système. Eh bien, c'est la meilleure façon de fonctionner et d'obtenir du résultat. Et donc d'inverser le propos, au lieu de dire ce qui est important, c'est de faire du résultat, ce qui est important maintenant, c'est de bien fonctionner dans un système et à ce moment-là, on aura du résultat et qui plus est, on aura du résultat durablement. C'est ce que j'essaie un peu de leur expliquer. Ceci dit, c'est assez difficile parce que sous la pression du stress, etc., du résultat économique de l'entreprise qui va moins bien, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite sur l'équation traditionnelle, profit égale recette moins dépenses. Et pour maximiser le profit, on va maximiser les recettes ou minimiser les dépenses. Et ça, on va le faire sans tenir compte de son contexte. C'est un changement profond de raisonnement des entreprises qu'il est très difficile à amener. Et de fait, mes clients aujourd'hui, c'est quand même plutôt des gens qui ont déjà compris ça, que des gens à qui je vais essayer d'expliquer ça. Ça fait déjà un beau marché, hein. Mais sinon c'est en conférence, par des démonstrations un peu comme celle que je viens de vous faire, que j'essaie de convaincre les gens. Ok, et dans la même question, vous étant professeur, comment aidez-vous vos étudiants à en prendre conscience, qui seront futurs managers? Alors là, c'est relativement plus facile. Alors, je dis plus facile parce qu'en fait, j'ai en face de moi un public extrêmement captif par rapport à ces idées-là. Soit ils viennent dans des programmes que j'ai bâtis et qui ont été bâtis pour promouvoir ça, et ils y sont venus parce qu'ils l'ont choisi, que ça leur correspond, un peu comme mes clients entreprises qui sont déjà convaincus et qui viennent juste me demander de les aider à entrer en agilité, mais je n'ai pas besoin de les en convaincre. Donc là, c'est facile. Soit j'ai des élèves lambda, on va dire, mais qui font partie d'une génération différente, comme vous deux. Vous êtes d'une génération dite, je ne sais plus si on dit Y, Z ou alpha, bêta, je ne sais pas comment on va les appeler maintenant. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez des attentes qui sont un peu différentes que des attentes dans lesquelles moi je suis né étudiant. Et moi je suis un pur produit des 30 Glorieuses. J'ai des parents qui toute leur vie, avec moi, m'ont dit « travaille, tu auras un bon job, tu auras de l'argent ». C'est-à-dire que le but du travail, c'était de gagner de l'argent. Aujourd'hui, je vois avec mes propres enfants qui ont votre âge, entre 21 et 25 ans, waouh, c'est pas ça. Je vois beaucoup de mes étudiants, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui veulent un travail intéressant, avec des gens intéressants, avec de la mobilité, avec du temps pour eux, leur famille, la culture, les loisirs, les voyages. Alors, il y a des attentes beaucoup plus globales, multidimensionnelles, et finalement, avec une telle posture de départ, il est extrêmement facile de les faire adhérer à cette idée de s'insérer dans un système, chercher l'équilibre du système, plus que gagner un maximum d'argent. Donc dans les deux cas, j'ai un public finalement relativement captif et avec qui c'est assez facile. En revanche, quand j'ai en face de moi un étudiant qui a plutôt fait un parcours finance, qui est assez câblé, gagner de l'argent, etc., là, c'est plus rugueux. Ils ont beaucoup de difficultés à changer leur, comme on dit en bon français, leur mindset, hein, et de penser le système différemment. Et là, faut répéter, il faut expliquer, il faut donner des justifications, raconter des histoires, un peu comme je le fais dans la première partie de mon livre, où j'essaie de démontrer l'évolution sociétale qui a eu lieu et du coup, l'obligation de changer nos pratiques comportementales et organisationnelles. Très bien.
Dans une partie de votre livre, vous dites que les problèmes d'aujourd'hui n'ont pas besoin des solutions d'hier pour être résolus. Est-ce que vous pensez qu'une rupture avec les théories managériales soit indispensable? Alors, l'agilité, pour ça, je vais faire un petit détour pour répondre. Il y a le taylorisme, pyramidal, cloisonné, hiérarchique, avec un modèle d'obéissance managériale, etc. Très bien, très solide. À l'opposé du spectre, depuis quelques années, notamment depuis le livre d'Isaac Getz, on parle d'entreprise libérée, où là, tout le monde est autonome, responsable d'un petit périmètre qui lui appartient, les décisions se prennent, c'est presque de l'autogestion, enfin, et on a tendance à opposer ces deux modèles et à les mettre l'un en substitution de l'autre, en disant c'est fini le taylorisme, vive l'entreprise libérée. En agilité, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Mais alors pas du tout, on n'est pas dans cette opposition. L'agilité, j'ai envie de dire, c'est le regroupement des deux. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de savoir trouver dans l'entreprise qu'est-ce qui doit être régi sous un régime un peu, j'allais dire, autoritaire, carré, et qu'est-ce qui peut être régi sous un régime plus arrondi, plus d'autonomie, de liberté. L'idée, c'est de trouver dans chaque job, dans chaque entité, qu'est-ce qui relève de la règle, qu'est-ce qui relève de l'adaptatif, qu'est-ce qui relève de la soumission, qu'est-ce qui relève de la responsabilité et de l'autonomie. Et on essaie de trouver cet équilibre. Et je pense que l'agilité est une assez bonne solution parce qu'elle n'est pas dogmatique, comme sont le modèle taylorien ou le modèle libéré. C'est une approche qui essaie un peu de compiler les deux, d'additionner les deux, parce que d'abord, il n'y a pas de liberté sans cadre, et donc la liberté totale sans le cadre du taylorisme, c'est un peu embêtant. Et ensuite, parce que tous les problèmes ne peuvent pas se gérer de la même façon dans une entreprise, comme dans un pays, comme partout, quoi. Il faut sortir de cette idée dogmatique. Le propre de l'agilité, c'est de coller à un système, de coller à son contexte, son environnement. Si un problème apparaît dans un environnement bien carré, hiérarchique, et que la meilleure solution c'est de modifier ça, mais tout en restant dans cette logique carrée hiérarchique, on va le faire en agilité. Et vice-versa, vous voyez, donc de ce point de vue-là, je n'ai pas envie qu'on retienne qu'il y a une substitution du taylorisme par l'agilité. L'agilité est une couche supplémentaire, comme l'entreprise s'est enrichie de couches supplémentaires au cours de son existence. Si je le dis en plaisantant, mais j'aime bien parce que les proverbes sont très porteurs, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, voilà, on ne va pas jeter le taylorisme sous prétexte de libération. Non, il faut savoir combiner un peu les deux. Et l'important, c'est de coller à son environnement et à son contexte et d'être contributeur dans ce contexte. Et vous parlez donc de performance globale, qu'on considère comme un élément clé de l'entreprise et qui doit être, du coup, pour vous, une finalité de l'entreprise et pas juste un moyen. Et est-ce que vous ne craignez pas que certaines personnes considèrent que c'est idéaliste et peu réaliste? Alors, si, sûrement. D'ailleurs, moi j'ai commencé à travailler en agilité en 98-99. J'ai donné mes premières conférences à l'époque. Grosso modo, la salle était partagée en deux. Il y a ceux qui venaient pleurer auprès de moi en disant « Oh, c'est formidable, vous mettez des mots MAUX sur nos mots MOTS. Non, des mots MOTS sur nos mots MAUX. » Ok, très bien, super. Puis l'autre moitié de la salle, c'était « Mais vous êtes un martien, vous êtes un dangereux idéaliste, voire vous êtes un gauchiste. » Puis gauchiste à l'époque, ça voulait dire quelque chose. Il fallait se laver la bouche après l'avoir prononcé. Oui, il y a une espèce de forme d'idéal, mais je crois que c'est l'époque qui veut ça. Regardons, et alors justement on est dans une période électorale très intéressante aujourd'hui en France, regardons l'histoire de notre pays, que ce soit l'histoire des politiques ou l'histoire économique. On s'est construit au siècle dernier sur une logique de rapport de force entre des pouvoirs différents. Alors si on prend en politique, c'est le travail versus le capital, quoi. C'est vraiment, ça s'est combattu. Dans l'entreprise, c'était le combat du patron contre le syndicaliste, contre l'ouvrier. Et je crois qu'il y avait besoin de ça, c'est-à-dire que comme un adolescent se construit par opposition à ses parents, à un moment donné, tout système a besoin de cette confrontation et de ce rapport de force pour se construire. Mais après l'adolescence, on devient mature, on devient plus raisonnable et puis on change ces rapports-là. Et bien, je crois qu'on est arrivé à la post-adolescence de l'économie ou la post-adolescence de l'entreprise. Il faut sortir de cette logique de rapport de force. Et aujourd'hui, l'important, surtout qu'entre-temps nos pays se sont enrichis, c'est que cette richesse, il faut qu'elle puisse profiter à tout le monde et qu'elle puisse profiter au système pour que le système puisse perdurer. Et je crois qu'on est à cette époque-là et qu'il faut faire ce virage-là. J'espère que ça répond à peu près à votre question. Au sujet donc de l'obsolescence programmée,
Donc pour vous, ça peut pas être un modèle durable. Et donc, est-ce que vous répondez aux personnes qui pensent que le système actuel ne fonctionne pas sans, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'économie s'il n'y avait pas d'obsolescence programmée? Alors, là aussi, faut raisonner avec une courbe que j'aime bien, qui date datée des années 50, le modèle de Vernon, je crois, qui est le cycle de vie du produit. Et ben nous, si on le regarde à l'échelle de pays ou de plusieurs pays, il y a eu cette courbe de naissance, de croissance, de maturité de nos produits. Aujourd'hui, on a des marchés qui sont globalement saturés. C'est-à-dire que le taux d'équipement sur les biens de première nécessité ou les biens usuels, quotidiens, machines à laver, télévision, etc., dans les pays développés, il n'est pas loin de 100%, quoi. Donc effectivement, si on veut continuer de la croissance sur un marché où tout le monde a au moins un de ces produits-là, voire plusieurs, parce qu'il y a plein de maisons de gens que je connais, ils ont 2, 3 télévisions dans leur maison. Ils ont 2 machines à laver, ils ont... voilà. On ne va pas se mettre à posséder 3, 4, 5, 6 machines à laver, 6 télévisions, 6 voitures, 6 téléphones portables, etc. Donc on voit bien qu'il y a une limite. Alors l'obsolescence programmée, ça permet, par le raccourcissement du cycle de vie, de la durée de vie du produit, de le renouveler plus souvent et d'entretenir une pseudo-croissance. Le seul problème, c'est que les pays deviennent de plus en plus riches et les pays pauvres deviennent de plus en plus riches aussi, et s'équipent aussi. Et on sait, ça a été démontré par un tas d'organisations diverses et variées, que nous n'avons pas les matières premières pour fabriquer à l'infini ces produits-là. Nous n'avons pas les capacités à recycler et à retraiter tout ça facilement non plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va laisser la planète s'épuiser comme ça ou est-ce qu'on va essayer de faire quelque chose ? Alors ce n'est pas un discours écologiste de base, moi je regarde mon système. Si on ne l'a plus, à un moment donné, le système économique va imploser. Moi je n'ai pas envie de ça, donc ce n'est pas pour des raisons purement écologiques que je dis ça, c'est pour la survie de l'ensemble du système, y compris de la boucle économique, etc. Là, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Si on arrête l'obsolescence programmée, il faut remplacer par autre chose. Parce que si on refait des produits qui durent 50 ans, comme on savait le faire au passage, eh bien, oui, c'est sûr, on va fabriquer beaucoup moins de produits, il faudra moins d'usines, moins d'emplois, etc. Alors, en revanche, moi, je sais que je ne me vois pas chez moi, dans ma maison, avec le même frigidaire pendant 50 ans. Tout bêtement, parce que le jour où je veux repeindre ma cuisine et changer sa couleur, peut-être que mon frigidaire actuel, il sera moche dans cette nouvelle cuisine. Donc je vais pouvoir modifier des choses. Donc ce pourquoi je plaide à la place de l'obsolescence programmée, c'est de refaire des produits à longue durée de vie, mais des produits qui vont être réparables, qui vont être redesignables, redécorables, upgradables, y ajouter des technologies, des fonctionnalités, etc. Et qui va faire ça ? On ne va pas le renvoyer à l'usine. C'est du personnel qu'on va former qui viendra chez nous faire ce travail-là. Et donc les emplois qu'on risque de perdre en usine, on n'en perdra plus beaucoup puisqu'on a automatisé à fond et qu'on va encore robotiser, ce qui n'est pas une mauvaise chose, j'ai rien contre, surtout il faudra des gens pour fabriquer les robots, donc ça ne me gêne pas du tout. Mais du coup ce transfert, en fait au lieu d'avoir une annulation d'un nombre de postes par l'automatisation par exemple, et une annulation du nombre de postes par l'arrêt de la reproduction des produits pour faire des produits plus courts et en faire plus souvent, eh bien, il va y avoir une substitution et on va créer des emplois de proximité, qui plus est, beaucoup moins consommateurs d'énergie, de pollution, etc., avec des gens qui viendront chez nous faire cet entretien. Alors évidemment, le modèle économique change aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre le produit, je vais vous le louer. Ce qui se passe déjà avec des produits, tac, tac, comme ça. En fait, on n'achète pas l'appareil, on le loue, puisqu'on est engagé sur 2 ou 3 ans, sinon le contrat, etc., etc. Alors certains l'achètent aussi. Et ça se passe pour la voiture, ça se passe pour pas mal de produits en réalité. Ça se passe dans les entreprises avec les grands photocopieurs, je ne vais pas donner de marque, mais ces grands photocopieurs qui font toutes les photocopies de l'entreprise, voilà, on les loue, on paye à la copie, on ne paye pas à l'appareil. Voilà, on va aller vers ce genre de pratique, à mon avis, qui va du coup permettre, j'espère, en partie, de résoudre le problème du chômage, puisqu'on va recréer de l'emploi local. Et deuxièmement, ça va résoudre le problème écologique et, au final, le problème d'équilibre du système économique dans lequel nous vivons. Très bien. Et dans un contexte aussi complexe, et comme les entreprises le qualifient, pensez-vous que l'agilité peut être un facteur clé de succès pour ces entreprises ? Je ne vais pas vous dire non. Je suis totalement moi, je n'ai pas trouvé d'autre solution à ce jour.
Voilà. J'ai observé des entreprises libérées, ça ne marche pas que bien, il y a quand même beaucoup de douleur, de souffrance chez certains, parce que tout le monde n'est pas capable de porter une responsabilité, un périmètre d'autonomie dans lequel on est libre de décider. Il y a des gens qui ne sont pas câblés pour ça. Ceux-là, eh ben, ils aiment mieux avoir une bonne obéissance avec tous les matins, on leur dit quoi faire et tout va bien pour eux. Donc c'est pour ça qu'un système mixte me semble intéressant. Et puis surtout, je ne vois pas comment on peut continuer à faire fonctionner des entreprises dans l'ignorance ou une espèce de forme d'arrogance complète vis-à-vis de ce qui les entoure. Pour moi, ça s'appelle des parasites. C'est-à-dire quelqu'un, un système ou dans un système quelconque, il y aurait un élément du système qui ne travaillerait plus que pour lui et qui profiterait de tous les autres à son bénéfice unique. À un moment donné, ou bien il a une révolution, c'est-à-dire les autres éléments du système lui tombent dessus et il dit c'est fini, ou bien alors il finit par assécher complètement le système et le tuer. Dans le corps humain, ce sont des cellules qui se développent, ça s'appelle un cancer, qui se développent et qui viennent bouffer tout le système à leur service à elles, et elles finissent par tuer l'être humain dans lequel elles se développent. Et on a vu ça dans la nature, le gui qui vient envahir un arbre et qui va finir par l'étouffer. Mais voilà, il travaille à son bénéfice unique et finit par tuer tout le système. Moi, je crois que c'est la chose qui est à éviter, c'est pour ça que je pense vraiment que c'est indispensable. Et quand je regarde la littérature autour de moi, je ne trouve pas d'autres solutions. C'est-à-dire toutes les bouts de solutions dont on entend parler dans l'écologie, dans l'économie, dans le politique, etc., va dans ce sens-là. Par contre, ça dérange très fort. Ça dérange très fort, c'est très difficile de dire on ne va pas être dogmatique ou Taylor ou libéré. On va essayer d'arranger tout le monde dans le système. Ah oui, alors vous êtes consensuel, vous êtes gentil, vous êtes... Ça a ce côté-là. Seulement, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas d'être gentil, l'enjeu c'est de sauver l'ensemble du système. Pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter pour les internautes ? Que la force agile soit avec vous.